Ce soir à l'émission, retourner en arrière, corriger, réparer et payer, le souhait de Claude Surprenant. Pour nous, la justice, c'est important. Et les cégeps contestent les contraintes budgétaires imposées par Québec. Les montants qui nous ont été accordés ne font pas partie de nos seuils d'investissement. En entrevue, je reçois la slameuse Hélène Sylvain. Des positions claires qui me révoltent et qui semblent avoir un écho dans l'auditoire. Enfin, Léa Lovry qui va de ses propositions de spectacle à l'affiche de la Petite Église à Saint-Eustache. Pour les 4 prochains jours à partir du 29 novembre, on a un rabais qui va jusqu'à 25 %. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 28 novembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a un nouveau chapitre qui s'ajoute dans la saga de l'ex-député Claude Surprenant, qui est toujours en quête de justice. Oui, Claude, pour commencer, peut-être un petit rappel des faits. Monsieur Surprenant qui a été élu à l'Assemblée nationale en 2014 sous la bannière de la coalition Avenir Québec dans la circonscription de Groux. 3 ans plus tard, il se fait exclure du caucus de son parti suite à des allégations de transactions irrégulières dans ses dépenses. Monsieur Surprenant a été blâmé par un rapport du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale de l'époque, rapport basé majoritairement sur les propos de Julie Nadeau, ex-employée du bureau de Surprenant responsable de la comptabilité. Monsieur Surprenant s'est toujours défendu de ces accusations. En 2022, le tribunal administratif du travail lui donne raison et relève les nombreux mensonges véhiculés par Madame Nadeau. Il y a un an, l'unité permanente anticorruption l'a condamnée, cette Madame Nadeau, à 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 2 400 $ pour fraude, parjure et usage de faux. Elle avait détourné 8 000 $ des coffres du député dans son propre compte en banque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, durant ces années de procédure judiciaire, M. Surprenant a perdu sa réputation. Il est défait aux élections de 2018 alors qu'il se présentait comme député indépendant. À la lumière de la condamnation de Mme Nadeau, l'Assemblée nationale a sommé la nouvelle commissaire à l'éthique de rouvrir le dossier de M. Surprenant. C'est Dominique Bélanger, une juge à la retraite mandatée expressément pour cette affaire, qui a donc rouvert le dossier et qui a conclu que l'Assemblée nationale devait annuler le blâme qui avait été déposé sur M. Surprenant, ce qui a été fait en mai dernier. M. Surprenant nous a accordé une entrevue exclusive la semaine dernière. Pour lui, la levée du blâme était nécessaire, mais il ne pense pas que justice ait encore complètement été rendue. On peut l'écouter. Puis après ça, là, c'est comme si j'avais gagné, tout simplement, puis ça se terminait là. Beaucoup, je dirais, c'est unanime, les élus à qui j'ai parlé, qui sympathient avec ce que j'ai vécu, mais j'ai toujours comme l'impression qu'il n'y a pas personne de suffisamment offusqué de ce qui s'est passé pour prendre la pôle et de m'aider. Dans son rapport, la juge Bélanger aurait relevé plusieurs irrégularités dans le premier rapport du commissaire à l'éthique ayant condamné M. Surprenant, qui déplore aussi le manque de collaboration de l'Assemblée nationale lors de sa défense. On l'écoute. Quand Julie Nadeau me poursuivait, et l'Assemblée et la Coalition Avenir Québec, ce que les deux autres ont voulu faire rapidement, c'est de se sortir de ça en disant que c'était moi qui étais son employeur, puis eux n'avaient pas d'affaire dans ça. Mais après ça, ils m'ont pas aidé non plus à dénouer rapidement cette situation-là, parce que je demandais des choses, entre autres, à l'Assemblée, et on ne me les donnait pas. Donc maintenant, Clara, M. Surprenant demande une compensation financière à l'Assemblée nationale. Oui, il a envoyé une missive au bureau de l'Assemblée nationale faisant état des conséquences financières et personnelles de ces injustices qu'il a vécues et qui se font toujours ressentir dans son quotidien. C'est donc une somme de 2 millions de $ qui est demandée par M. Surprenant à Québec. M. Surprenant estime à 2000 heures la charge de travail qu'il a dû effectuer pour se défendre dans les procédures judiciaires, car Mme Nadeau l'avait aussi poursuivi aux petites créances. Pour le moment, ce 2 millions de $ n'est qu'une demande, ce n'est pas une poursuite ni une mise en demeure, mais M. Surprenant se dit prêt à se battre pour que justice soit faite. On règle des dossiers en gentleman dans la vie, là, et inévitablement, on parlera d'un règlement certainement à ce moment-là, qui va être juste, mais dans le cas contraire, ils le savent très bien. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Alors, donc, je m'attends à ce que d'ici Noël, j'ai une réponse d'eux autres. On suivra ça de près. Donc, Claude, d'ici là, M. Surprenant fait appel aux valeurs de l'Assemblée nationale pour le règlement rapide de cette affaire, soit la neutralité, l'ouverture, l'excellence et la pérennité. On l'écoute à nouveau. Il y a devant l'édifice du Parlement à Québec une statue de Honoré Mercier. Et puis, c'est écrit sur la statue que
pour nous, je fais le résumé, pour nous, la justice, c'est important. Et s'il le faut, on va retourner en arrière, corriger, réparer et payer. Alors, donc, c'est ce que je leur demande. Puis évidemment que si jamais ils ne veulent pas se rendre à l'évidence, ben, je pourrais de façon symbolique louer une grue puis aller enlever la statue finalement. Et si ça se règle de cette manière-là, est-ce que ça sera la fin de la saga? Ben oui, Claude, M. Surprenant souhaite bien sûr mettre derrière lui cette période difficile qui s'est étendue sur presque 10 ans de sa vie. Et au bout du tunnel, il a un objectif. On peut l'écouter une dernière fois. Toute cette histoire-là m'a enlevé un privilège que j'avais de représenter les gens à l'Assemblée nationale, mais surtout aussi d'accomplir ce que je voulais accomplir, c'est-à-dire de contribuer à la collectivité, améliorer le sort de chacun, faire ma part. Donc, tourner la page et j'ai évalué la possibilité de refaire de la politique et puis de boucler la boucle puis de reprendre l'engagement. Donc, je veux régler ça pour le faire en toute quiétude et avec un engagement entier ensuite, là. Dans une publication Facebook plus tôt cet automne, M. Surprenant a partagé son intérêt à se lancer dans la course à la mairie dans la ville de Sainte-Thérèse, qui, selon lui, a besoin de compassion et de vision. Je rappelle que M. Surprenant a publié un livre il y a 1 an, Une fausse avocate berne l'Assemblée nationale, la vérité défendue avec courage, dans lequel il raconte son histoire. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question des contraintes budgétaires imposées dans les cégeps. À plus tard, Claude. L'usine Paccard de Sainte-Thérèse a conclu une entente historique pour renouveler sa convention collective, une première en 25 ans après plusieurs conflits de travail. Les 1400 salariés bénéficieront d'une hausse salariale totale de 22,5 % sur 5 ans. Cette entente marque un tournant important pour les relations de travail au sein de l'entreprise. Malgré ce gain, l'usine spécialisée dans l'assemblage de camions de poids moyen fait face à un ralentissement des ventes. La cohorte finissante du programme d'interprétation en théâtre musical du Collège Lionel-Groulx présente Company, une comédie musicale de l'auteur George Furt, avec paroles et musique de Stephen Sondheim. Présentée en version française dans une adaptation et une mise en scène de Frédéric-Antoine Guimond, avec des chorégraphies de Marie-Josée Tremblay et Mila T, la pièce sera présentée du 6 au 10 décembre au studio Charles-Valois du Collège Lionel-Groulx. Il est possible de réserver des billets en ligne dès maintenant, tout comme on peut s'en procurer à la porte le jour du spectacle, payable en argent comptant seulement. La Ville de Blainville invite ses citoyens et citoyennes âgés de 18 ans et plus à déposer un projet dans le cadre du budget participatif 2025 qui aura pour thématique la transition écologique dans son volet environnemental. Les personnes intéressées ont jusqu'au 31 janvier 2025 pour soumettre leur projet sur le site web de la Ville. Le comité de sélection choisira les 10 projets les plus pertinents. Après examen, 5 projets finalistes seront soumis au vote de la population. Divulgué en mai, le projet gagnant sera réalisé en 2025 ou en 2026. Médaillée d'or au Grand Slam international de Montréal, tenu le 17 novembre, l'autrice et slameuse jéromienne Hélène Sylvain revient tout juste de Québec, où se tenait la fin de semaine dernière le 17e Grand Slam de la Ligue québécoise de slam, où elle a remporté la médaille de bronze avec l'équipe de Montréal. Elle est aussi la porte-parole des prix d'excellence en français Gaston Miron. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir Hélène Sylvain. Bonsoir. Vous êtes, Madame Sylvain, l'autrice d'une poésie gestuelle, engagée, rythmée, rimée, affirmée, percutante. Vos textes s'appuient sur une colère, une indignation maîtrisée. Ça a commencé ça en 2004. Quel a été l'élément déclencheur? Bon, j'aime bien quand vous dites une indignation maîtrisée, en effet. Alors oui, 2004, je reviens d'un premier voyage en Haïti, j'en ferai plusieurs autres après. C'est vraiment dans l'avion, au retour, un espèce de sentiment d'injustice sociale qui me vient. Et c'est à ce moment-là, j'ai sorti mon petit calepin, je me suis mis à écrire. Ça a été mes premiers textes de poésie et c'est longtemps après, quand même, plusieurs années après,
que j'ai commencé à transformer cette poésie écrite en slam pour être vue et entendue, pas juste lue. On vous présente comme une artiste sociale et féministe. Quels sont vos thèmes de prédilection? Les femmes, évidemment, là, mais en général. Bon, alors, j'ai beaucoup écrit pour le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. J'ai beaucoup écrit aussi pour les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Pendant plusieurs années, ça a été dénoncer les injustices sociales faites aux femmes et aux filles. Et par la suite, je dirais, c'est peut-être il y a depuis les 7 dernières années que là, je suis sur la mobilisation citoyenne contre le patriarcat, contre tous les systèmes d'oppression. J'ai écrit aussi, c'est vrai, sur l'écologie, sur ce où nos gouvernements et les grandes entreprises devraient se sentir concernés pour la cause écologique. Donc, tout ce monde des vivants là, qui est en train de disparaître. Oui, et par rapport au 8 mars, vous avez cette phrase très forte, « Nous ne sommes pas dans la dénonciation, nous sommes dans le refus de ce qui prolonge nos humiliations. » Ça, c'est le style d'écriture d'Hélène Sylvain. Dans la liste des poètes ou des auteurs que vous admirez, on aperçoit le nom de Clémence Desrochers. Je trouve ça très intéressant parce que quand on l'entend, elle, on réalise peut-être que dans sa façon d'écrire et de livrer ses textes, il y a quelque chose qui préfigure un peu le slam. Il y a cette cadence et cette rime-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça? Mais tout à fait. Moi, j'ai l'impression que Clémence était une slameuse. Elle serait aujourd'hui sur les scènes si elle était capable de réduire son temps à 3 minutes, ce qui m'apparaît un petit peu effronté même de demander ça à une grande Clémence. Mais quand même, c'était un 3 minutes, un slam. Alors oui, je pense que c'était une de nos premières slameuses, Clémence Desrochers. Donc, je l'admire énormément. Elle, contrairement à moi, elle était beaucoup sur le plancher des vaches, décrivait des actions quotidiennes, le quotidien dans ses textes. Moi, je suis un petit peu plus dans les idées, même si je m'appuie sur le quotidien, je suis un peu plus dans le monde des idées, mais pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable, Clémence Desrochers. Ça fait pas très longtemps que vous participez à des concours et on dirait que les prix vous tombent dessus. et je précise que c'est le public qui décide dans les concours de slam. Alors, qu'est-ce que les gens aiment tant dans ce que vous faites? Bon, vous avez raison de dire que ça fait pas longtemps, franchement. C'est depuis simplement ce printemps que j'ai commencé à participer à des concours, même si ça fait longtemps que j'assiste à titre de spectatrice là sur les scènes de slam pendant des années. Et ce qui revient vraiment dans mon style, j'ai commencé là, parce qu'il y a un slameur qui m'a dit « Hélène, il faut qu'on t'entende, t'as ta place. » Alors donc, j'ai décidé de me lancer. Ce qui revient beaucoup, en tout cas, parce que je me fie sur ça pour définir davantage mon style, ce que les gens disent, c'est cette posture-là bien campée, de 1 sur scène, mais de 2 aussi sur des positions claires qui me révoltent et qui semblent avoir un écho dans l'auditoire, là. C'est ça, il y a comme une réponse à ce que l'auditoire sent à l'intérieur d'eux et d'elle. Et en même temps, un appel à se mobiliser. Souvent, ça revient, ça. On te suit du début. On sent l'indignation, mais après ça, tu viens nous chercher. Et puis, je termine les slams, je m'en fais pas un devoir, mais je termine les slams, semble-t-il, plus souvent qu'autrement, avec des formules assez positives ou peut-être pas positives, mais qui mettent de la lumière, en tout cas, qui ne nous portent pas à terre. Ça, c'est certain. Et le fait que le slam soit aussi réglementé, parce que, bon, c'est une écriture libre, mais c'est qu'à la fois, c'est réglementé, c'est codifié, ça aide ça un peu à maîtriser ce dont je parlais au début, là, maîtriser la colère, l'indignation, la placer dans une structure. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est ce qui fait que le slam, c'est un art oratoire qui est égal pour tout le monde. Tout le monde est soumis à 3 minutes, sans accessoires, sans musique, que ce soit original, donc que ça vienne de nous, que ce soit par cœur ou non, ça n'a pas d'importance. Et donc original,
Ce qui fait que tout le monde peut se présenter sur la scène, tout le monde peut y aller de son art oratoire comme ça et dire ce qu'il a à dire. Et moi, j'ai un style qui revendique, qui dénonce, mais c'est pas tout le monde qui adopte ce style-là. On a des styles où les personnes vont venir parler d'amour, par exemple, sur scène, vont décrire une scène de travail. Alors, peu importe, tout le monde a sa place dans cette belle façon d'exprimer notre vie et en français, en plus, dans une belle langue de français. C'est une belle langue internationale. C'était tellement merveilleux cette fin de semaine et l'autre fin de semaine d'entendre pratiquement que du français. Parlant de ça, Mme Sylvain, on parle de français, on parlait de concours aussi. Vous êtes la porte-parole du prix d'excellence en français Gaston Miron. En un petit peu moins de 30 secondes, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, d'abord, c'est un honneur. J'étais vraiment contente d'être choisie. J'ai déjà participé au concours aussi. Ben, c'est Gaston Miron, c'est le grand Gaston Miron. Ça a été un de mes poètes favoris aussi que j'ai enseigné aux élèves en 3e, 4e année, il y a plusieurs années de ça. Alors, c'est un honneur. Si ça peut encourager tout le monde à écrire puis à soumettre les textes là tout bientôt parce que parce que comme vous le dites, écrire, c'est exister. Hélène Sylvain, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Raphaël Dufour-Raymond, travailleuse sociale au service de police de la ville de Mirabel, a remporté le mérite municipal 2024 dans la catégorie de la relève municipale lors d'une cérémonie tenue le 21 novembre dernier. Ce prix, décerné par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, reconnaît le rôle des jeunes de moins de 35 ans dans la transformation de leur communauté et du milieu municipal. Le projet de Mme Dufour-Raymond reposait sur une trousse numérique discrète destinée à soutenir les victimes de violences conjugale. Michael Kingsbury, légende du ski acrobatique avec 26 globes de cristal, a annoncé qu'il pourrait prendre sa retraite après les Jeux olympiques de 2026. Père depuis 3 mois, le skieur de 32 ans place désormais sa famille au centre de ses priorités, tout en restant motivé pour sa 15e saison sur le circuit mondial. Les championnats du monde 2025 pourraient être ses derniers avant une possible dernière danse l'année suivante. Luc Desilets, député de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole du Bloc québécois pour les anciens combattants, dénonce une crise majeure au sein du ministère des anciens combattants. Une situation, dit-il, exacerbée par la lenteur bureaucratique. Le cas de Michel Marceau, en grève de la faim depuis 7 jours, illustre, selon M. Desilets, l'urgence d'agir face à des lacunes en matière de soutien médical et psychologique. Bien que des démarches aient été entreprises pour interpeller la ministre Ginette Petitpas-Taylor, les réponses restent insuffisantes, estime M. Desilets, qui exige des mesures concrètes pour mettre fin à cette situation critique qui, dit-il, met en danger les anciens combattants. On va discuter maintenant avec Léa Lovric, qui est responsable des communications au cabaret spectacle de la Petite Église de Saint-Eustache. Bonsoir, Léa. Demain, pas demain, mais oui, demain, c'est le Vendredi fou et vous jouez à ça, vous aussi. Oui, on joue à ça depuis quelques années, puis on revient avec une promotion cette année qui va joindre le Vendredi fou au Cyber lundi. Donc, pour les 4 prochains jours à partir du 29 novembre, on a un rabais qui va jusqu'à 25 %. Donc, on a 25 % de rabais sur 14 spectacles présélectionnés et 15 % sur tous les autres spectacles de notre programmation. C'est vraiment le bon moment si on veut découvrir les artistes ou gâter notre monde, acheter peut-être des cadeaux de Noël en avance. On a une super belle brochette d'artistes. Si j'y vais en Raphaël, on reçoit entre autres Martin Petit, Fuseau, les Hey Babies, Mathieu Cyr, Plume La Traverse, Richardson Zephyr et j'en passe évidemment. Donc la promotion se fait sur les billets qu'ils soient achetés tant en ligne, en personne ou au téléphone, mais il y a une limite de 4 billets avec rabais par personne pour que le plus de gens puissent en profiter. Ça, Vendredi fou, ça nous dit là, qu'on plonge résolument dans le temps des fêtes. Exactement. Ça rime avec spectacle de Noël. Vous avez des propositions à nous faire? Oui, à chaque année, on a des spectacles à thématique du temps des fêtes pour vivre la magie de Noël dans les salles. Et donc, on en a 4 majeurs cette saison. Le premier, c'est un spectacle qui est gratuit. Donc, c'est le Grand Ensemble Jazz qui vient nous voir, le Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache. Oui. Pour le marché de Noël de Saint-Eustache, c'est pourquoi on l'offre gratuitement. C'est le 8 décembre, 2 représentations gratuites. La première à 13h30, la deuxième à 15h30. Pas de billets requis,
mais il faut venir le plus tôt possible parce que c'est dans la formule premier arrivé, premier assis. Voilà, oui. Donc, venez le plus tôt possible si vous voulez vraiment avoir votre place. Et on va aussi accueillir, donc, entre autres, Réveillon, qui est un quintet qu'on peut comparer à un rigodon très québécois avec des rythmes d'ici, des mélodies accrocheuses. Il y aura du tapage de pied, du violon. Ça va être une grande fête. On reçoit le pianiste Tory Butler et son trio qui vont reprendre l'album Le Noël de Charlie Brown, mais dans une version jazzy. Et le 15 décembre, Opéra Bonbon, qui est un théâtre pour enfants, donc qu'on appelle les petits théâtres, qui raconte l'histoire d'Hansel et Gretel, mais en faisant en même temps découvrir l'art de l'opéra aux enfants. Donc ça va être très spécial, des beaux costumes, des voix, donc c'est 2 chanteuses sur scène avec un comédien, puis le beau narratif comique et enchanteur d'Hansel et Gretel. Justement, parlant de théâtre pour enfants, Léa, il y a d'autres propositions à venir. Oui, exactement. Donc, on en offre 4 par saison. Et quand je dis saison, c'est pas les saisons qu'on connaît, été, automne, hiver. En fait, il y en a 3 grandes saisons par année pour les diffuseurs. La prochaine s'étend jusqu'à mai 2025. Donc, pour cette période-là, on offre les 4 petits théâtres qu'on peut voir à l'écran. Et donc, ils sont 18 $ le billet. Mais si on achète un billet par théâtre qui est dans une même saison, on a un 8 $ de réduction, ce qui revient à 16 $ le billet. Et les petits théâtres sont toujours un dimanche à 14 h. Donc, ça aide les familles à planifier leur sortie à l'avance. Voilà. D'autres événements, promotions à venir d'ici la fin de l'année? On va évidemment avoir d'autres surprises, des promotions pour les cartes cadeaux en décembre, mais pour l'instant, on invite les gens à vraiment profiter de la promotion du Vendredi fou, à se gâter, à peut-être acheter des cadeaux pour leurs proches, puis aller voir les spectacles de Noël. Puis en même temps, bien, tous ceux qui veulent avoir peut-être des primeurs sur notre programmation, des rabais spéciaux ou de simplement savoir en avance quand leur artiste préféré va venir en salle, bien, on les invite à s'abonner à notre infolettre. Oui, parce que c'est une programmation extrêmement riche. Léa Lovric, merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite de passer un très beau temps des fêtes. Merci aussi. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Les contraintes budgétaires imposées aux institutions d'enseignement supérieur ne font pas l'unanimité, on s'en doute. Ça fait réagir dans la région, Clara. Oui, Claude, pour la première fois, le Collège Lionel Groulx et le Cégep de Saint-Jérôme font une sortie commune pour dénoncer une mesure gouvernementale, signe que l'heure est grave selon leurs représentants. Ils emboîtent le pas aux autres cégeps de la province qui se sont levés pour demander une plus grande flexibilité de la part du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport aux nouvelles restrictions budgétaires exigées par le gouvernement. Alors, quelles sont-elles justement ces contraintes budgétaires? Alors cet été, Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, a partagé aux administrations des cégeps leur nouveau régime budgétaire pour la prochaine année. Plusieurs ont critiqué que cette annonce soit arrivée alors que plusieurs membres du personnel étaient en vacances et après que certains conseils d'administration aient déjà adopté leur budget pour l'année 2024-2025. Les contraintes budgétaires visent directement le fonds d'investissement des institutions, soit les sommes disponibles pour les rénovations des bâtiments et l'achat de matériel pédagogique. À Lionel Groulx, par exemple, c'est 8,8 millions de dollars qui avaient déjà été approuvés, qui ne pourront être dépensés cette année. Selon Philippe Nasr, directeur général, ça limitera le développement de certains programmes d'études, le remplacement de matériel informatique et l'élargissement du catalogue de la bibliothèque. On l'écoute à propos du nouveau programme de soins préhospitaliers qui sera bientôt offert par le Collège. C'est un programme dans lequel on forme des paramédics, donc des ambulanciers, et il y a une pénurie dans ce secteur-là partout au Québec et particulièrement dans la région des Laurentides. Nous, on veut démarrer le programme. Il y a des budgets qui nous ont été accordés pour acheter les équipements, réaménager les locaux du collège pour pouvoir permettre d'accueillir ce programme-là. Mais malheureusement, les montants qui nous ont été accordés ne font pas partie de nos seuils d'investissement. Selon M. Nasr, des 2,6 millions de dollars accordés pour l'ouverture du programme de soins préhospitaliers, aucun de ces dollars ne pourra être dépensé dans la prochaine année, alors que le programme ouvrira ses portes l'automne prochain. Et à cela s'ajoutent aussi des restrictions dans le secteur des ressources humaines. Oui, depuis le 1er novembre, un gel d'embauche est en vigueur dans la fonction publique, à quelques exceptions près. Dans les cégeps, cela touche tous les postes administratifs. Et en plus de ça, un plafonnement d'heures a été imposé aux cégeps, ce qui signifie que le nombre d'heures travaillées au courant de cette année ne pourra pas dépasser le nombre d'heures travaillées l'année dernière. Le problème, c'est que les cégeps de la région sont en croissance. Environ 400 nouveaux étudiants de plus ont été admis cette année à Saint-Jérôme et à Sainte-Thérèse. Pour M. Nasr, le plafonnement des heures est tout simplement incompatible avec la réalité des cégeps des Laurentides. On peut l'écouter. Or, ne serait-ce que juste avec les exigences de nos conventions collectives, pour nous, à Lionel Groulx, c'est 36 enseignants de plus qu'on doit embaucher pour répondre aux besoins de ces étudiants-là. Alors, respecter un plafond d'heures,
c'est impossible quand ce plafond-là, il est essentiellement le nombre d'heures rémunérées qu'on a déclaré l'année dernière. Du côté du Cégep de Saint-Jérôme, qui offre maintenant 2 nouveaux programmes en physiothérapie et en inhalothérapie, le problème est le même. Les administrateurs des 2 cégeps, comme leurs homologues partout dans la province, souhaitent collaborer avec le gouvernement pour assouplir les contraintes budgétaires dans les prochains mois, là, du moins à court terme. Selon Nadine Legal, qui est directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, l'accessibilité à l'enseignement supérieur public dans les régions en dépend. On peut terminer avec son intervention. Donc, on a un rôle à jouer dans nos régions, un rôle de développement social, économique, culturel, puis on veut poursuivre dans ce sens-là. Mais présentement, toutes les actions qui sont mises en place peuvent ressembler à une centralisation. On a besoin justement de pouvoir agir pour accueillir l'ensemble de notre population étudiante. Il n'est pas question qu'on laisse des étudiants sur le trottoir, dans les Laurentides. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les aînés déniaisés suivent à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.